Maurice Gatti, nous allons parler un petit peu des peuples autochtones au Québec et de leur histoire. Il y a 10 Premières Nations au Québec, donc les peuples que nous appelions avant les Amérindiens, on en parlera tout à l'heure, et une nation inuite. Alors on peut se demander pourquoi est-ce qu'on distingue les Inuits des autres Premières Nations? Tout simplement parce que ce sont des peuples différents. Donc il y a autant de différences entre un Inuk, il faudrait dire Mm, mm. en langue inuktitut, et un autochtone, un membre d'une Première Nation, un Indien, ce qu'on appelait un Indien autrefois, qu'il y en a entre un Italien et un Japonais. Parce que vraiment d'un point de vue linguistique et culturel, ils sont très 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 différents. Le territoire est très vaste. Donc pensez juste aux différences que vous avez ici en France, dans un territoire extrêmement petit, par rapport au Québec, à la province du Québec ou au Canada. Et au Québec en particulier, nous avons trois souches linguistiques distinctes. Donc la souche linguistique de la langue inuit, la souche linguistique iroquoienne et la souche linguistique algonquienne. Donc pour vous donner une idée, entre ces trois souches linguistiques et les peuples qui s'y rattachent, il y a autant de différences, comme je le disais, qu'il y en a entre un Italien, un Japonais et un Finlandais. Donc d'un point de vue linguistique, d'un point de vue culturel et d'un point de vue de croyance traditionnelle, cosmogonique, vraiment très 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 différentes. Par contre, à l'intérieur des différentes souches linguistiques, par exemple la souche linguistique algonquienne, si on prend les Inuits, les Atikamekw, les Cris, il y a la différence qu'il pourrait y avoir entre un Italien, un Espagnol et un Portugais. Par exemple, s'ils se parlent entre eux, ils vont se comprendre. Par contre, les Mohawks et les Wendat qui appartiennent à la souche linguistique iroquoienne sont vraiment très 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 différents des Algonquiens, même d'un point de vue culturel, parce que les Algonquiens étaient plutôt nomades, alors que les Iroquois étaient plutôt sédentaires cultivateurs. Alors c'est pour ça qu'on a tendance à distinguer, parce que d'habitude on les met tous dans le même paquet, comme on le fait avec les Africains, alors qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de différences. Oui, alors justement, vous dites, hein, on les a globalement mis tous dans le même sac. Effectivement, on a parlé d'Indiens, on a parlé ensuite d'Amérindiens. Ce sont des mots qui aujourd'hui ont une connotation négative. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi? Alors bien entendu, le mot indien est une erreur historique parce que apparemment Christophe Colomb pensait être arrivé dans les Indes et donc a appelé les gens qu'il a rencontrés des Indiens. Et malheureusement, ce terme-là a été utilisé au fil des siècles avec une connotation très négative et même comme une insulte, comme le mot sauvage, qui à la base, d'un point de vue étymologique, il a une belle étymologie, le mot sauvage, mais là, il a pris une connotation négative avec le temps. Et le mot amérindien, alors c'était une tentative de remédier un petit peu pour dire indien d'Amérique. Et moi, c'est un terme que j'ai utilisé parce qu'à la fin des années 90, c'était un terme qui était pas considéré péjoratif ou négatif. Alors moi, je le trouvais très pratique d'un point de vue linguistique parce qu'il s'accorde en genre et en nombre, alors que quand on utilise le terme autochtone et Première Nation, qui sont les termes plus utilisés aujourd'hui, des fois, pour Première Nation en particulier, c'est plus difficile, ça résulte plus lourd dans certaines tournures de phrases. Et finalement, le mot qu'on utilise le plus souvent est autochtone parce qu'il fait référence vraiment à l'idée que ces peuples-là étaient les peuples originaires de la place. Mais là encore, ça ne crée pas l'unanimité parce que les Québécois se considèrent des autochtones au Québec. Alors c'est toujours une question de point de vue autochtone par rapport à qui. Puis bon, vous parlez du terme Première Nation qui lui a une connotation politique. Alors quand on l'utilise, c'est sûr qu'il faut penser à ça aussi. Tout ça nous amène à parler un petit peu d'histoire. Les explorateurs sont donc arrivés sur le territoire de ce qui est aujourd'hui le Canada au XVIe siècle. En France, on en sait très peu sur la colonisation qui a suivi ces arrivées. On sait qu'il y avait des relations économiques entre ceux qui sont devenus les colons et les Premières Nations, notamment avec les Wendat. Voilà, on sait qu'il y avait des échanges commerciaux. On sait que ceux qu'on appelait les coureurs des bois ou les trappeurs avaient également un rôle à jouer dans ces échanges-là, notamment lorsqu'il était question
du commerce des fourrures. Mais tout ça reste vraiment très empreint d'un imaginaire folklorique, hein, finalement. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des réalités et des conséquences de cette colonisation à travers l'histoire et plus particulièrement au 19e et au 20e siècle? Alors effectivement, dès leur arrivée au Canada, en fait, les explorateurs ont été sauvés par les autochtones parce qu'ils se sont retrouvés devant un climat très rigide auquel ils n'étaient pas habitués et ils n'avaient pas les instruments pour survivre. Alors si ça n'avait pas été pour la bienveillance des autochtones, ils seraient tous morts. Et il y en a beaucoup qui sont morts. Ensuite, petit à petit, il y a de plus en plus d'Européens qui sont venus. Donc avec le nombre, ils ont pris de l'assurance, ils ont justement euh, appris ce que les autochtones leur enseignaient, sont devenus de plus en plus indépendants et donc ont voulu de plus en plus imposer leur façon de faire par rapport à celle qu'ils avaient trouvée sur le territoire. Alors, il y a eu plusieurs étapes, je vais simplifier beaucoup dans l'histoire de la colonisation, mais au début, les Européens dépendaient des autochtones et donc en ont fait des partenaires commerciaux et militaires. Parce que effectivement, avec les Anglais, les Hollandais plus au sud, ils ont eu besoin d'avoir ces, Soutiens. ces soutiens, justement parce qu'il y avait une façon de guerroyer, de faire la guérilla ici qui était différente de la façon de faire la guerre en Europe. Et ils avaient besoin aussi des autochtones pour le commerce des fourrures, qui était un commerce très lucratif à l'époque en Europe. Et donc, à l'époque, ils étaient très contents que les autochtones soient nomades, justement pour qu'ils puissent arriver dans tous les recoins du territoire et ramener les fourrures. Mais après, quand, vers la fin des années 1800, les guerres sont terminées, le commerce des fourrures s'est effondré en Europe, et bien c'est là qu'ils se sont retournés vers l'exploitation des ressources naturelles. Donc on parle des ressources hydroélectriques avec les grands fleuves du Québec et du Canada, les ressources minières et les forêts, le bois. Et donc à ce moment-là, quand ils ont commencé à exploiter ces ressources-là, eh bien, ils étaient dans les territoires des différentes nations et donc ils intervenaient sur les migrations des caribous, sur les activités culturelles qui avaient été celles des autochtones depuis des siècles. Et donc ça a commencé à créer des contrastes. Et c'est là que le gouvernement a dit il faut faire quelque chose pour que les autochtones ne soient plus nomades et qu'on puisse exploiter les territoires et les ressources tranquillement. Et donc c'est là qu'ils ont décidé de créer cette loi sur les Indiens pour justement déterminer qui était autochtone et qui ne l'était pas, pour savoir à qui on devait donner des compensations et à qui non. Et, Comment on perdait aussi son statut d'autochtone, hein, par mariage par exemple? par exemple, donc c'était une loi qui était très discriminatoire, c'était une loi coloniale, une loi très discriminatoire, notamment envers les femmes. Et qui a eu beaucoup de séquelles parce que justement c'était une loi qui voulait gérer toute la vie des autochtones. Et c'est intéressant parce que c'était une loi temporaire. Parce que le gouvernement se disait, ils vont disparaître. Alors non, les autochtones sont toujours là et donc ils se sont retrouvés avec une loi qu'ils avaient fait eux-mêmes. Et donc ça a créé toutes sortes de mécanismes pervers qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Et par rapport aux différentes révoltes dont vous parliez, il y en a eu, souvent quand on pense au 19e siècle, on pense à la révolte des Métis du Manitoba avec Louis Riel sur la rivière Rouge. Et si on va au Québec, donc la province qui nous intéresse plus, on ne peut pas ne pas penser à la crise d'Oka de 1990. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait un promoteur immobilier qui voulait agrandir son terrain de golf et bien entendu, il a pensé que c'était une bonne idée de l'agrandir sur le cimetière traditionnel de la communauté Mohawk qui était de Ganesata-Geoka, qui est juste à côté de Montréal. Et donc, bien entendu, les Mohawks se sont opposés.
pour faire une histoire courte, ils ont fait des barrages, l'armée est intervenue, donc il y a eu des échanges de coups de feu, il y a eu des morts. Et l'importance de ce conflit-là réside dans le fait que c'est à ce moment-là, en 1990, que les Québécois se sont souvenus qu'il existait des autochtones au Québec et qu'ils étaient encore vivants et qu'ils étaient encore là. Et quand même, ça a amené une prise de conscience, même chez les autochtones, parce qu'effectivement, ils se sont rendus compte que oui, ils étaient là encore aujourd'hui et ils pouvaient trouver des moyens pour faire respecter leurs droits. Il n'y a pas de révolte avant les années 90, avec cet exemple. En fait, la colonisation au Canada était très différente par rapport à la colonisation aux États-Unis, où il y a eu beaucoup plus de guerres. En fait, au Canada, disons, l'aspect vicieux, on va dire, ça a été les maladies. Parce qu'en fait, quand les Européens sont arrivés, les Autochtones étaient très nombreux. Juste quelques années après, je ne me souviens plus dans les détails, mais 30, 40, 100 ans après, les Autochtones avaient été décimés par les maladies apportées par les Européens pour lesquelles ils n'avaient pas d'anticorps. Et puis, bon, bien entendu, on a des traces qui indiquent que ça a été fait en partie volontairement, en partie involontairement, mais quand ils s'en sont rendus compte, apparemment, ils auraient donné des couvertures infectées en guise de cadeau, justement pour que les maladies fassent le travail à leur place. On parle à ce moment-là d'un génocide, ni plus ni moins. Ça me fait penser, bien entendu, à un génocide, cette fois culturel, qui a été mis en place méthodiquement par le gouvernement, avec les pensionnats qui étaient destinés aux enfants autochtones. Oui, parce qu'effectivement, quand ils n'ont plus eu besoin que les autochtones soient nomades, au contraire, quand cela a commencé à les déranger, ils se sont dit comment est-ce qu'on peut les faire changer, comment est-ce qu'on peut les sédentariser. Ils avaient essayé plusieurs choses et ça n'avait jamais marché. Alors grâce à la collaboration des missionnaires qui connaissaient intimement les modes de vie, les communautés, les langues autochtones, ils se sont rendus compte que le noyau familial était vraiment une base très solide autour de laquelle s'organisait la vie culturelle des nations. Alors ils ont décidé d'enlever de force les enfants en âge scolaire. Là, ça a été différent selon les provinces du Canada, mais ça a commencé vers la fin des années 1800 dans quelques provinces. Et donc, ils ont décidé d'enlever les enfants à partir de 4-5 ans jusqu'à 18 ans, de les enlever de force. Donc, les parents n'avaient pas la possibilité de s'opposer, sinon ils étaient emprisonnés, et de les envoyer ces enfants-là dans des pensionnats gérés par des curés et des bonnes sœurs pour les éduquer. Alors là, bien entendu, on a retrouvé des lettres qui indiquent clairement que ce n'était pas le but principal, c'était vraiment un but assimilatoire. Ils utilisaient l'expression à l'époque « tuer l'Indien dans l'enfant ». Donc vraiment effacer tout ce qui avait été là avant et essayer de remplacer ça par la culture blanche qui, à leur avis, était celle que les autochtones. La bonne, oui, c'est ça, la bonne culture. Et malheureusement, ce qui est arrivé, c'est que, étant donné qu'ils étaient gérés par des curés et des bonnes sœurs, donc la discipline était une discipline très rigide, alors les enfants ont été soumis à beaucoup de violences psychologiques, physiques et même des abus sexuels perpétrés pendant plusieurs années. Et donc, ils avaient l'interdiction de parler leur langue, ils étaient punis s'ils le faisaient, ils avaient l'interdiction de pratiquer leurs croyances traditionnelles. La première chose qu'on faisait quand ils arrivaient, on leur coupait les cheveux, qui traditionnellement, culturellement, était quand même quelque chose d'important pour les autochtones. On brûlait tous leurs habits. Alors, ça a eu des répercussions très, très profondes sur les générations qui ont vécu dans les pensionnats, mais aussi sur les générations qui ont suivi. Alors, c'est sûr que moi, en tant que chercheur non autochtone, je n'ai pas l'autorité de parler de ces questions-là, parce que ce n'est pas à moi de le faire. Par contre, pour moi qui fais de la recherche en littérature, c'est intéressant de voir comment
plusieurs auteurs qui ont vécu ces traumatismes-là ont décidé d'en faire un moteur pour leur création. Et donc de publier, par exemple, je pense à l'auteur Inou Édouard Itoao Germain, originaire de la communauté de Mochetebeats au Lac-Saint-Jean au Québec, qui a fait un recueil de poèmes qui est très touchant, qui lui a permis de guérir de toutes ces blessures du pensionnat. Et c'est effectivement une des thématiques qui est très récurrente dans les ouvrages. Vous écrivez j'ai essayé de comprendre la littérature amérindienne au Québec, une littérature émergente issue d'une culture orale, dont les auteurs vivent encore aujourd'hui en situation coloniale. On lit beaucoup que nous sommes aujourd'hui dans une période post-coloniale. Est-ce que vous pourriez éclairer notre public sur le fait que nous vivons encore aujourd'hui dans un système colonial? Au Canada, malheureusement, oui, parce que la loi sur les Indiens existe encore et gère encore aujourd'hui presque toutes les facettes de l'existence des Autochtones. Et c'est une loi coloniale qui est encore la loi coloniale de la fin des années 1800. C'est sûr qu'elle a été amendée dans ces articles les plus racistes et les plus discriminatoires envers les femmes. Imaginez que jusqu'aux années 50-60, selon la loi sur les Indiens, un autochtone ne pouvait pas s'instruire sans perdre son statut d'Indien, parce que la définition de la loi disait qu'un Indien, un vrai Indien, était quelqu'un de pas éduqué, donc ils n'avaient pas accès à certains cursus d'études, comme pour devenir avocat ou médecin, parce que ça ne correspondait pas à la définition que la loi sur les Indiens donnait des Indiens. Donc elle a été amendée dans ces articles-là, mais il reste que, je pense que la majorité d'entre nous, si on lisait tous les articles, on n'accepterait pas d'être soumis à ces articles-là. Donc c'est pour ça que les Autochtones en particulier disent effectivement qu'ils vivent encore en situation coloniale au Canada en 2022. Oui, malgré tous les discours autour de la réconciliation qu'on peut avoir. Ça, c'est une autre question difficile, mais effectivement, tant que ça reste des discours qui ne sont pas suivis de faits, effectivement, ça n'a pas le même poids que des faits qui ne sont pas nécessairement précédés par des discours, parce que c'est les faits qui restent, finalement. Bien sûr. Et justement, en parlant de faits, vous écrivez dans Littérature amérindienne du Québec que la mise en réserve géographique des Premières Nations est devenue une mise en réserve identitaire et a construit des catégories imaginaires, les Indiens d'une part, les Blancs d'autre part, dont nous aurons l'occasion de reparler plus tard. Dans l'ouvrage Nous sommes des histoires, qui est donc publié aux éditions des Morts-d'Encrier, Neil MacLeod, qui est un écrivain cri, affirme que la diaspora spatiale a précédé la diaspora idéologique. Alors quelles ont été les conséquences de la sédentarisation forcée, dont on a déjà un petit peu parlé, des Premières Nations par rapport à leur mémoire? Un traumatisme et malheureusement une perte de culture, ou si vous voulez un changement très drastique de celle qui avait été leur culture pendant des millénaires. Alors on peut la voir comme on veut, mais malheureusement un gros traumatisme, parce que imaginez des peuples qui ont toujours vécu de façon nomade sur un territoire immense. Du jour au lendemain, tu leur dis, toi, tiens, vous allez vivre sur ce petit village. Donc des fois, le gouvernement, de façon arbitraire, a mis ensemble dans la même réserve des familles, des clans qui n'étaient pas nécessairement reliés. Donc c'est sûr que ça a créé toutes sortes de dynamiques très particulières. Et puis d'un point de vue psychologique, il faut se souvenir que jusque dans les années 50-60, il y avait des réserves qui étaient entourées par des fils barbelés. Donc on ne pouvait ni rentrer ni sortir sans l'accord du responsable des affaires indiennes qui décidait qui sortait, pourquoi, pour quelles raisons. C'est sûr, ça a créé une dynamique même psychologique qui était différente. Qui a causé une grosse différence par rapport à ce que les autochtones avaient toujours connu. Et puis même les croyances spirituelles ont été interdites sur les réserves pendant longtemps. Il y a des curés qui ont brûlé des tambours de chanteurs traditionnels parce que c'était l'instrument du diable, et ainsi de suite. Donc bien entendu, même la façon de se percevoir des autochtones a été influencée par
ce que les curés leur disaient, mais aussi justement, on a parlé tout à l'heure de pensionnat indien, c'est par le fait d'avoir reçu un lavage de cerveau qui te disait que ta culture ne valait rien, que tes parents qui vivaient dans le bois étaient des sauvages, ils étaient sales, ils puaient, et ainsi de suite. Alors c'est sûr que ça a pris du temps. Ben, les gens sont en train ils sont dans un processus de guérison par rapport à ça. Oui, et puis on a eu aussi une perte de la langue, par exemple, qui est aussi très Effectivement, importante. justement pour revenir au pensionnat, ils ont tout fait pour que les jeunes qui allaient là ne puissent pas oublier leur langue ou ne puissent pas l'apprendre. Et puis il faut penser, c'était un enfant de 4-5 ans, le moment dans ton développement d'être humain où tu as le plus besoin de ta famille, de te sentir protégé. Alors que là, ils étaient tout seuls. Le traumatisme était évidemment très fort pour les personnes qui sont passées par les pensionnats, mais il s'est transmis aussi de génération en Et génération. oui, parce que malheureusement, quand tu reçois un traumatisme, tu as deux réactions possibles. Soit tu dis jamais je ferai vivre ça à mes enfants, ou malheureusement tu reproduis on répète le schéma. ce que tu as vécu, et malheureusement plusieurs le reproduisent sur plusieurs générations. Et donc maintenant, tranquillement, ils sont en train d'essayer de trouver des solutions. Oui. Alors les excuses du gouvernement, c'est un geste symbolique important, mais il faut qu'elles soient suivies par les actes concrets. Et les écrivains et les écrivaines, justement, vont se servir de l'outil de la littérature. On a essayé de leur enlever, de leur voler. Oui, parce que c'est une autre façon d'y revenir. La création, c'est toujours quelque chose qui nous permet aussi d'aller au-delà des limites et de changer de point de vue. Donc oui, effectivement, il y en a qui ont retrouvé leur culture à travers la littérature. Et on en parlera donc tout à l'heure. Merci beaucoup, Maurizio.